Bonjour. Alors, je m'appelle Émilie, je fais partie de l'équipe du recrutement d'Ubisoft Québec. Donc, c'est vraiment Damien qui va donner la présentation, mais je voulais juste vous saluer. Puis, si jamais il y a des questions euh, sur Ubisoft de manière plus large ou sur des postes en particulier, bien, je serai disponible pour y répondre. Sinon, bien, bonne présentation. Bonjour, merci Émilie. Donc ma présentation aujourd'hui va parler des outils dans le jeu vidéo. Je vais commencer par parler un petit peu de moi. Je suis chef de projet outils et automation au studio de Québec sur plusieurs projets déjà. J'ai fait Syndicate, Odyssey, Assassin's Creed Syndicate, Assassin's Creed Odyssey, et puis en ce moment je travaille sur Immortals, Phoenix Rising, mais ça fait 15 ans en fait que je suis dans le jeu vidéo, ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis au studio de Québec, et avant de rejoindre le studio de Québec, j'avais fait un jeu de stratégie qui s'appelait Ruse. Moi j'ai étudié l'ingénierie informatique, ma spécialité c'est C# et C++. Et puis j'appartiens au studio de Québec en fait, qui a été créé en 2005. C'est le plus grand studio dans la ville de Québec. On a à peu près 525 personnes au studio. Depuis sa création, on a fait un peu plus d'une trentaine de jeux. On a commencé par des petits produits, et puis à fur et à mesure, on a fabriqué des produits de plus en plus gros. On participe à la marque Assassin depuis 2010, et puis on a sorti Assassin's Creed Odyssey en 2018, et puis Immortals Phoenix Rising en 2020. Donc là, le 3 décembre, donc c'est dans quelques jours, là, je dirais 5 à 6 jours. Donc venons au sujet de ma présentation. Je vais vous parler des outils dans la production de jeux vidéo. Donc rapidement, on va commencer d'abord par définir ce terme. Les outils, en fait, globalement, on pourrait vraiment prendre un marteau et puis une clé, parce que c'est vraiment ça, en fait, qu'on fabrique. Le mot outil, c'est pas une erreur d'avoir choisi ce mot-là, en fait, quand ma spécialité a été créée dans l'industrie du jeu vidéo. C'est vraiment, on fabrique des outils pour permettre aux autres personnes de produire du contenu. Donc, comme un marteau va être utilisé par le charpentier ou une clé par le garagiste, eh bien, nous, on fabrique des outils pour Unity. Globalement, comment moi je vois mon travail, en fait, c'est que je suis là pour faciliter en fait le processus de création. C'est-à-dire que quand les gens ont des idées, ont des doutes, se posent des questions sur qu'est-ce qu'ils veulent produire, ben, ils vont avoir des outils pour les aider. En fait, on est là pour les supporter dans le processus de création en créant les outils les plus fluides possibles. Souvent, vous allez entendre le mot de moteur, en fait, notamment quand on parle de Unreal ou Unity. Puis les outils, c'est pas vraiment un moteur. En fait, le moteur de rendu, pas le moteur du moteur de jeu, globalement, c'est ce que on livre aux joueurs à la fin. C'est ce qui va en fait prendre tout ce qui a été produit, donc l'intégralité du code, de tous les scripts de gameplay, l'intégralité de tous les assets, et puis aussi les inputs du joueur, et fabriquer en fait les frames de rendu à la fin dans lequel le contenu interactif. On peut voir un moteur de jeu un petit peu comme une boucle infinie qui tourne en rond. Elle prend les inputs du joueur, elle exécute toutes les règles de gameplay, et enfin elle rend la frame visuelle, donc l'image, et ainsi de suite. En fait, ça va tourner en boucle en permanence. Et donc ça, c'est ce que nous on définit le moteur. Et aujourd'hui, donc les outils vont être en plus de ce moteur-là, en fait. Et aujourd'hui, on définit plutôt les outils comme un pipeline, en fait, beaucoup plus qu'un outil simple. Donc le moteur que je viens juste de décrire avant est connecté directement avec nos outils. Donc ils sont connectés ensemble par une communication de socket, en fait. Ils se parlent entre eux par une socket réseau. Notre engine étant en C++, puis nos outils étant en C#, mais il y a beaucoup d'autres produits en fait autour de ça. Il va y avoir tout ce qu'on appelle nous le build system, c'est tout ce qui va être la fabrication du Blu-ray, la fabrication d'éléments procéduraux dont je vous parlerai un petit peu plus tard, tout ce qui est globalement le processus de build et d'assurance qualité. Autour de ça, on a maintenant, depuis quelques années, on commence à avoir beaucoup de web services. En fait, on va avoir des web services qui sont basés sur des produits commerciaux comme Jira ou comme Jira.
ou Elasticsearch, MongoDB, ce genre de choses, ou GitLab, SQL Server. Et tout ça, c'est connecté ensemble. Et on a aussi beaucoup de... Donc, en plus de tous ces produits, ces web services, donc là, en plus de nos web services, en plus d'utiliser des produits externes, on a aussi des web services internes qu'on a fabriqués nous-mêmes pour tout ce qui est cache de fichiers, syndication des builds, les outils de gestion de la localisation. Et tout ça connecté ensemble, ça fabrique globalement ce que nous on appelle un pipeline de jeux vidéo. Donc c'est pas un simple exécutable qu'on lance sur Sophos qu'on utilise pour produire des jeux, c'est une infrastructure en fait d'outils et de services web et de produits commerciaux ensemble pour qui vont nous permettre de produire le contenu. Donc à quoi ressemble en fait l'équipe qui travaille sur tout ça, hein. À quoi ressemble mon équipe? On est divisé en 3 grandes catégories. La première, c'est tous les gens qui travaillent sur le pipeline en tant que tel. Donc nous, le pipeline, c'est l'éditeur, c'est globalement un gros produit monolithique en C# directement connecté à notre engin C++. C'est très, où on le démarre, c'est très similaire à ce que Unity ou Unreal va être, mais c'est vraiment très optimisé pour les jeux open world. En fait, comme vous avez vu, le studio de Québec depuis une dizaine d'années est vraiment spécialisé dans la production de jeux open world. Donc on a aussi un moteur qui s'est à fur et à mesure spécialisé dans les open world. On a aussi toute une section de mon équipe qui travaille sur des web services, donc beaucoup de microservices. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'ASP.NET Core, Docker et Kubernetes. On a même commencé à faire un petit peu de serverless avec des Amazon Lambda. Et enfin, tu as une dernière section, c'est les gens de l'équipe DevOps en fait qui vont maintenir le build system. On utilise TeamCity, donc produire tout le code métier en fait sur ce build system et s'assurer de la création des builds, des tests automatisés et ainsi de suite. Donc maintenant que j'ai fait le tour à peu près de l'équipe, rentrons dans le vif du sujet. Je vais vous présenter quelques outils en fait qu'on a fabriqués à travers pour les différents projets, comme ça pour vous donner un petit peu une idée du scope et de qu'est-ce qu'on fait en fait dans notre équipe. On va commencer par parler des builders en fait. Donc là, la première chose, c'est que je vais vous montrer une petite vidéo donc là, la première chose que vous allez remarquer sur cette slide, c'est que le fond n'est pas le même parce que c'est un outil dont on a commencé le développement sur Odyssey et qu'on a ensuite poursuivi sur Murtel, et je vais vous présenter un petit peu ce parcours. Mais commençons déjà par regarder à quoi ressemblent ces fameux builders. Là, si vous regardez dans la vidéo, vous voyez tous les kits de marché qui sont autour, donc tous les petites tentes avec les pots et puis les différentes étagères. C'est ça qui a été construit par les builders dont on a parlé. Donc vous voyez qu'ils sont très représentés. En fait, dans le jeu, ils sont en grande quantité. Et c'était quoi le problème qu'on a rencontré pour faire ça? Le problème, c'est déjà que, en plus d'être nombreux, donc il faut une méthode de production. Le monde d'Odyssey est à peu près un monde de 256 km². Donc c'est clair qu'on ne va pas produire tous les marchés individuellement. Et en plus, pour un jeu comme Assassin, il y a des règles très strictes de navigation, en fait, pour permettre aux joueurs de circuler à travers le bâtiment. Il faut que les objets aient une certaine distance pour que le corps du personnage puisse passer dans des bonnes conditions. Et puis, si jamais un combat se déclenche, il faut qu'il ait assez de place pour déclencher ces animations. Donc, on a des règles très strictes, en fait, sur la création, en fait, de ces kits de marché, puis la pose d'objets en général dans le monde. On voulait aussi éviter le microplacement. En fait, c'est quelque chose qu'on peut faire quand on fabrique un tout petit jeu, c'est microplacer chaque pot et ainsi de suite. Mais quand on fabrique un jeu de la taille des nôtres, clairement, on ne peut pas faire du microplacement d'objets. On ne peut pas poser chaque pot individuellement à différents endroits. Et enfin, on voulait avoir une opportunité de connaître la structure de data pour avoir de la performance. En fait. Donc, comment ça se passe en fait la construction d'un marché? Encore une fois, j'ai une petite vidéo. Donc là, on est dans notre éditeur. Vous voyez qu'on sélectionne le template du marché. Donc par défaut, ça met une petite tente. Ensuite, on peut choisir à quoi va ressembler le pattern du marché. Donc là, vous voyez plein de petits slots apparaître. Et pour chaque slot, on peut choisir qu'est-ce qu'on y pose. Donc là, il n'y a pas de microplacement. En fait, c'est déjà des groupes préfaits qui, eux, ont été bien entendu microplacés, mais qu'on réutilise autant de fois. Et donc, au final, ce que crée l'artiste, c'est une combinaison unique de ça. Donc là, j'ai utilisé le bouton Shuffle. Il va de soi qu'il y a un bouton Shuffle, mais qu'aucun artiste n'a jamais utilisé le bouton Shuffle. C'est une fonctionnalité pour programmeurs seulement. Un artiste acceptera jamais de
de ne pas contrôler exactement ce qu'il fait en appuyant sur un bouton shuffle. Mais pour nous, pour tester et puis démontrer le produit comme on le fait là, c'est vraiment un très bon bouton. Donc là, vous voyez le résultat final. Tous les objets sont positionnés pour s'assurer d'une bonne navigation. Et puis on peut à tout moment sélectionner un élément et dire tiens, celui-là ne me plaît pas, je vais le changer pour mettre quelque chose d'autre à la place. Donc là, ça change le contenu de l'étagère. On passe à dépôt. Et là, donc c'est organisé sous forme de slot. En fait, c'est un arbre hiérarchique de slots et on peut choisir pour chaque slot qu'est-ce qu'on fait, si on veut le changer ou pas. Ils sont tous nommés. Donc, si on regarde maintenant, qu'est-ce qu'on a vu là, on a vu globalement, on compose un template dans lequel il y a des points qu'on peut sélectionner et ensuite voir le contenu accroché. Donc, quand on sélectionne un point en particulier, on peut y accrocher un autre élément qui peut être soit identique, comme là c'est le cas, ou soit différent. Et chaque point aussi supporte d'avoir des points à l'intérieur. Donc c'est comme ça qu'on a le kit de marché extérieur dans lequel on pose l'étagère qui elle-même en pose dedans pour chacune des étages un pot ou un objet de décoration. Donc on a utilisé cette technologie des builders pour d'autres éléments. Notamment la fabrication des statues, les caves, les cartes, donc ça c'est les petits véhicules, et enfin les temples militaires. Je vais vous montrer un petit exemple de statue. Donc là encore une fois j'utilise le bouton random. Donc on voit toutes les variations possibles qu'on peut faire de statue juste en changeant quelques pièces. Et je vais encore revenir plus dans le passé avec l'origine en fait de toute cette technologie sur Assassin's Creed Syndicate. On avait commencé en fait pour éviter encore une fois du microplacement et en plus pour respecter encore une fois des métriques de navigation. On avait sur les façades des bâtiments plein de petits points que les artistes pouvaient sélectionner et puis ensuite remplacer ces points par décider que pour tel point on va poser un panneau ou pour tel point on va poser une montre. Donc ça c'était l'étape 1, c'était ce produit-là qu'on avait produit pour Syndicate. L'étape 2, c'était les builders que vous avez vus en action pour la fabrication des marchés. Et maintenant on va passer à l'étape 3, les développements qu'on a fait encore d'extension de ce produit sur Immortals. Donc sur Immortals, le problème encore une fois qui se posait, c'est qu'on voulait produire une centaine de volts. Donc si vous avez regardé un petit peu les vidéos de Immortals, il y a des volts dans lesquels c'est une espèce de monde puzzle. Et on voulait en produire une centaine parce qu'on a choisi un processus de production on en produit une centaine et puis ensuite chaque semaine on les review, on les rate et puis on cut les moins bons et puis ainsi de suite, comme ça on raffine et à la fin je pense qu'on a livré peut-être 40-50 volts dans le jeu final, mais on les a fait par ce processus de raffinement et puis de vote. Donc, comme je disais, c'est une extension en fait du système de builder. Donc, encore une fois, je vais vous montrer une petite vidéo. Donc là, on construit un volt en fait en posant chaque fois les petits objets. Donc, encore une fois, on choisit. Mais là, la différence avec l'ancien système de builder, c'est que on avait même des options pour séparer les choses et puis ensuite on pouvait les raccrocher dans d'autres directions. Et encore une fois, la différence avec le système de builder du produit du jeu précédent, c'est que cette fois-ci, on fait des extensions. En fait, on construit à fur et à mesure l'ensemble du Volt en assemblant des morceaux. Donc ensuite, donc vous voyez, il y a des petits points d'ancrage, et puis on a très rapidement eu beaucoup trop de points d'ancrage, et donc l'évolution suivante de notre technologie, c'était d'ajouter des systèmes de filtration. Donc là, encore une fois, on voit tous les points d'ancrage possibles. Vous remarquez que c'est complètement intravaillable. Et là, on a des systèmes de filtration. En fonction de quel artiste utilise l'outil, il va pouvoir choisir quel point il veut utiliser ou activer.
Et un autre ajout qu'on a fait par-dessus cette technologie d'assemblage, en fait, c'est toute la construction de la logique du jeu. C'est-à-dire qu'un Volt, comme on les a là, ben, il y a une certaine logique en fait associée à ça. Je touche un objet et puis ça active une porte. J'appuie sur un bouton, ça fait ça. Donc c'est un système de boîtes logiques qu'on connecte ensemble avec des boîtes et puis des petits fils et des opérateurs. Et donc là, ce que je vais vous montrer dans la vidéo, c'est on va prendre un commutateur balistique. Donc ça, c'est une plaque sur laquelle on peut tirer un objet et il va ouvrir une porte. Donc là, on prend le commutateur balistique, on prend la porte, on les connecte ensemble, puis on décide que sur le moment où il est activé, on ouvre la porte. Et pour conclure, une petite vidéo du résultat final de ce donjon. Donc c'est un de ce Volt. Donc c'est un Volt qu'on n'a jamais utilisé dans le jeu final, que j'ai créé moi-même pour les besoins de cette démonstration. Donc on commence ici, et là on va justement utiliser cette fameuse plaque balistique qui va ouvrir la porte qui est ici. Et l'autre élément de gameplay que j'avais ajouté, c'est que cette boule, quand elle atteint le commutateur qui est en bas, elle va éteindre les lasers qui sont sur la droite. Donc maintenant passons à un autre produit qu'on a développé. Donc là, on l'a principalement développé sur Assassin's Creed Odyssey, mais il a été réutilisé pour Immortals avec quelques ajouts. Donc regardons un premier coup d'œil en fait au système de dialogue. Donc là, je vais vous présenter un dialogue du début du jeu de Assassin's Creed Odyssey. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, ça va être un mineur spoiler pour le contenu d'Odyssey. Donc si vous ne voulez pas l'entendre, bouchez-vous les oreilles. La vidéo dure à peu près 1 minute 30. Hello, Luis. Business looks good. Tell Marcos to come down here himself, if he wants his money. Huh? No, but I'm here now. Look, I was a little late paying. Now Marcos says I owe him double because of interest. I don't have it to spare. You should have thought of that when you borrowed drachmi, Luis. But my family... It's hot. I'm in a bad mood, and you're going to pay. We both know it. Now the question is, what do I break first? You? Or your merchandise? You told Marcos I've paid enough already. I won't bow to a mercenary or to someone foolish enough to borrow money from the Cyclops. From the Cyclops? That's how he bought his vineyard? Look, I know you'd be dead without Marcos. What with him taking you off the street as a kid. But you know what he's doing is crazy. Malaka. Still, that doesn't change the drachmi you owe. Face it, once the Cyclops gets hold of you, you'll both be dead. Donc encore une fois, c'était quoi les problématiques quand on commence à travailler sur la production de dialogue? C'était qu'on voulait produire pour Assassin's Creed Odyssey une 30aine d'heures de dialogue interactif avec une qualité cinématographique. Donc c'est ce que vous avez vu là, c'est un dialogue dans lequel le joueur a des choix et puis dans lequel les plans sont bien sélectionnés, on voit un petit flou derrière les personnages. Donc vraiment une qualité cinématographique pour ces dialogues. Donc, bien entendu, les choix c'était au cœur du développement de cette technologie. L'ensemble du jeu en fait supporte les choix aussi bien au niveau des quêtes que dans les dialogues. Donc c'était vraiment un élément important dans le design de cet outil. Et aussi une qualité d'animation faciale au niveau notamment de la synchronisation entre les lèvres et le son. Donc rapidement, comment ça se produit en fait un dialogue? On commence par l'écriture en fait dans un outil d'écriture de script en fait que nous on a partagé entre tous les produits à Ubisoft, entre tous les jeux. Et de celui-là, on génère une première version de
voice, de voix robotisée que je vais vous faire écouter. It's hot. I'm in a bad mood, and you're going to pay. We both know it. The question is, what do I break first, you or your merchandise? Ensuite, à cause de ce concept en fait de choix, on pouvait plus faire une session d'enregistrement comme on les avait toujours fait avant, c'est-à-dire où on donnait toutes les lignes à l'acteur les unes après les autres et puis il lisait l'intégralité, il performait l'intégralité de la séquence ou du jeu même en entier, quasiment de façon séquentielle. Nous, avec les choix, les branchements, des fois il fallait remettre l'artiste en contexte. Donc on a un outil qui lui présente toujours c'est quoi les lignes avant, c'est quoi les lignes après, c'est quoi le contexte par rapport à celle d'avant que tu as enregistrée. Est-ce que c'est une autre option de choix? Est-ce que c'est la suite logique pour que lui puisse mettre la bonne intensité? Donc voilà l'exemple de la même ligne qu'on a écouté avant en Warobo, mais avec le travail de l'actrice. It's hot. I'm in a bad mood, and you're going to pay. We both know it. Now the question is, what do I break first? You or your merchandise? Et enfin, pour toute cette, comme on disait, la synchronisation des lèvres, il faut faire tout un processus d'extraction de phonèmes, en fait, c'est-à-dire d'extraction de sons pour pouvoir savoir c'est quoi la position des lèvres qui correspondait. Pour ça, on a produit un outil d'extraction et aussi un dashboard web pour pouvoir analyser l'état. Donc voilà un petit exemple du dashboard web où on voit les lignes et en bas les phonèmes, où est-ce qu'ils sont positionnés dans le temps. Donc, une fois que cette première partie est faite, on repart de nouveau de notre outil d'écriture de script, et là on va dans Anvil, en fait notre pipeline, et on va utiliser une première génération automatique de ce dialogue, c'est-à-dire qu'on va, à partir des phonèmes, de quel acteur parle, on va générer automatiquement une première version du dialogue, ce qui va permettre de choisir déjà d'avance les plans de caméra et ainsi de suite. Donc ça permet d'avancer plus vite dans le travail initial. Et ensuite, on a un éditeur spécifique sur mesure qui nous permet de modifier ce dialogue à volonté. Donc là, on voit en haut le graphe de à quoi ressemble avec les différentes réponses possibles et ainsi de suite. Puis en bas, on voit quelque chose qui ressemble plus à un logiciel de montage en fait pour la gestion des timings, des changements de plan de caméra et puis de quelles animations sont exécutées sur quel personnage. Et l'artiste peut ensuite éditer ça à volonté pour en améliorer la qualité. Donc on retourne à notre graphe et enfin la dernière technologie qu'on a ajoutée à tout ça, c'est que tous les soirs on avait des rendus automatiques des 30 heures de dialogue du jeu pour permettre au directeur de regarder, de donner des commentaires sur le contenu qui a déjà été produit. Donc au final, qu'est-ce qu'on a produit pour ce dialogue? Un dashboard web pour fabrication de phonèmes, des outils dans Anvil en fait en C# pour aussi bien l'édition et dialogue que l'enregistrement. Et enfin, on a produit tout ce qui est automatisation de la production des phonèmes et automatisation des rendus. Donc vous voyez que c'est une grande tâche, mais elle est répartie en plein de petits produits qui travaillent ensemble pour atteindre nos objectifs. Ensuite, une petite section sur la génération procédurale. Donc, ceci est un exemple de Assassin's Creed Odyssey. Donc ça, c'est le terrain brut, en fait, qu'on obtient au sortir de Word Machine, en fait, qui est notre outil de génération de terrain. On va y ajouter des mèches pour l'ensemble des cliffs. Je les ai coloriées en rouge pour vous montrer exactement où est-ce qu'elles sont, ces fameuses cliffs. Ensuite, on va y ajouter toute la végétation. Donc ça, encore une fois, c'est entièrement procédural et ça dépend du monde dans lequel on se trouve. Pour ce faire, on utilise plusieurs informations, notamment la flow map, en fait, qui est une map générée qui va nous indiquer où est-ce que l'eau coulerait quand il pleut sur ce mesh, en fait. Donc on sait exactement où sont les passages d'eau qui coulent. Si on retourne avant, vous voyez que
Là où l'eau coule, la teinture de la roche en dessous est différente. On utilise aussi l'élévation en fait qu'on va calculer automatiquement parce que la végétation change en fonction de l'élévation. On utilise la pente et enfin on utilise aussi un outil de détection de cliff. Donc c'est avec cet outil-là qu'on a produit Assassin's Creed Odyssey. Et on a aussi une version un petit peu plus localisée du même travail. Donc là, par exemple, on a des champs. Et puis, pour planter toute la végétation dessus, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas un artiste qui va planter chaque brin de blé automatiquement. Donc, on y définisse les zones grâce à un petit outil de définition de zone. Et l'intégralité du champ est plantée automatiquement. On a différentes versions, bien entendu, du plantage. On peut planter tout, on peut planter en ligne. Ici, on peut mettre des petits tas déjà de foin collecté. C'est au choix de l'artiste et de la scène qu'il essaye de reproduire. Les améliorations qu'on a fait à cette technologie ensuite pour Immortals, c'est principalement dans les cliffs. Vous avez vu quand je l'ai montré les falaises globalement dans le premier démonstration, c'est on détecte les endroits et puis on posait des mèches sur mesure aux endroits où on détectait une falaise. Pas des mèches sur mesure, on posait des mèches génériques en fait aux endroits où on détecte une falaise. Donc dans Immortals, en fait, les falaises sont un outil beaucoup plus important puisqu'ils vont faire du soft gating en fait du joueur, c'est-à-dire qu'ils vont la difficulté qu'on va avoir de les grimper va en fait laisser le joueur que accéder à certaines parties du jeu puisqu'il n'a pas encore le niveau, l'équipement ou les compétences pour grimper des falaises plus hautes. Donc ça, c'est ce qu'on aurait eu si on avait utilisé notre ancienne technologie, celle de Assassin's Creed Odyssey. Là, on aurait posé des mèches autour génériques et puis on aurait looké comme les mêmes mèches posées tout ensemble. Donc on a développé une technologie spéciale de création de falaises en fait, qui s'ajoute à tout le reste de la pose des arbres, qui va créer des falaises sur mesure tout autour des objets. Donc il va remplacer les pentes par des falaises. Et pour créer de la variété et puis du challenge aux joueurs, on a ajouté aussi la possibilité de changer les formes de cette falaise en faisant que le bas est plus grand que le haut. On va avoir une espèce de pente plate comme ça. On peut se faire des bouts où le haut est plus grand que le bas, et là on va avoir des retours comme ça qui consomment plus de stamina, donc qui ajoutent un challenge supplémentaire. Ou si on veut créer des petites zones de repos, on pouvait aussi faire que le bas est plus grand que le haut, et dans ce cas-là, ça générait des petites zones de repos. Et enfin, pour conclure, j'ai quelques autres projets pour vous donner quelques autres exemples d'outils qu'on fabrique. Le premier, c'est un outil qu'on a appelé Townhall, en fait, qui est un outil de syndication de configuration. C'est-à-dire que nous, dans le pipeline tel qu'on l'avait, on avait de la configuration répartie un petit peu partout dans des fichiers XML, INI, JSON, et on a essayé de regrouper tout ça dans une seule et unique point d'entrée web. Donc, et pour ça, on a exploré des technologies assez modernes, telles que les Azure Functions et CosmoDB. Donc, c'est du Azure Functions, c'est du serverless. Et CosmoDB, c'est le storage qui va avec Azure. Donc, c'est le genre de projet en fait qu'on va faire un peu d'abord exploratoire pour comprendre ces nouvelles technologies que sont Azure et Cosmo. Et ensuite, on va peut-être s'en servir dans d'autres produits plus tard. Donc, ça, c'est le genre de choses que vous pouvez aussi vous retrouver à faire dans une équipe comme la nôtre, c'est de la R&D sur des nouvelles technologie. Et enfin, le dernier produit dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un produit de spécialisation de données. Encore une fois, c'est une problématique assez importante qu'on a eu sur Immortals, mais qu'on avait moins sur Assassin's Creed Odyssey, c'est qu'on a produit le jeu pour 9 plateformes, et ça va d'un Tegra X1, c'est-à-dire ce qui se trouve dans une Nintendo Switch, à un Zen 2, en fait, qui est ce qui se trouve dans une PS5 ou une Xbox série X. Et tout au début, on était juste sur Odyssey, on était juste capable de spécialiser par option, donc au niveau d'une option, c'est-à-dire la distance de chargement des objets ou la résolution de la texture et ainsi de suite. Donc c'était global au niveau du jeu. Et avec cette nouvelle technologie de spécialisation de données, on a permis la spécialisation par property plus localement. Donc l'exemple que j'ai ici, c'est un FX qui, sur toutes les plateformes, va être une chance de 1 de spawner, et puis sur Nintendo Switch, va avoir une chance
0 de spawner. Donc cet objet ne va pas spawner sur Nintendo Switch pour conserver des performances. C'était une petite fumée de fond, mais qui n'a pas d'impact sur le gameplay, mais qui va permettre d'alléger la charge sur le GPU de la Nintendo Switch. Voilà, ça conclut ma présentation. Merci beaucoup d'y avoir assisté. Puis si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Les outils, je pensais pas que c'était aussi hot que ça, honnêtement. Là. Genre, tu sais, quand tu te dis outils, ça avait de l'air plus genre un peu moins le fun que tous les outils que tu nous as montrés aujourd'hui. Là. Personnellement, c'était mon impression. Puis avec la présentation, ça a encore changé. Ben, c'est Merci. cool. Je suis content, c'est vraiment pour ça que je l'ai fait en fait. C'est vraiment une discipline qui est moins connue en fait que les autres. Les programmeurs gameplay, tout le monde a une bonne idée de ce que ça fait, créer la logique du jeu, ou programmeur 3D, c'est beaucoup plus connu en fait qu'un spécialité. Et puis moi je pense que c'est une programmation outil, c'est une spécialité intéressante en fait qui te permet d'approcher plusieurs types de problèmes. Tu vois, les gens qui vont faire la création de marché vont faire dans la même année ensuite des outils de web pour vraiment agrandir leur connaissance. Et c'est une profession où tu as je trouve une loupe de récompense beaucoup plus courte en fait, parce que quand tu es programmeur gameplay, il faut que tu attendes 2-3 ans pour que les gens expérimentent ton produit, alors que nous, les outils, c'est le lendemain en fait. Quand on release la version, les gens du plancher vont être en mesure d'utiliser nos outils tout de suite. Donc on a des commentaires plus rapidement et on a aussi une loupe d'interaction beaucoup plus intéressante, je trouve. C'est un peu plus low-key, tu sais, c'est pas quelque chose que les joueurs vont se rendre compte, mais finalement, tu te rends compte que c'est vraiment utile pour le développement. Mm-hmm. Tout à fait. Ben écoute, tu passeras le message que les outils, c'est le fun, puis on prend toujours des stagiaires aussi dans cette équipe-là, fait que merci pour l'organisation. Puis on se reparle pour d'autres conférences à l'hiver.